Les Français parlent au français, du bout du monde. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Joël François Dumont. Bonjour Jean-Michel. Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble du souvenir français, le gardien de notre mémoire. J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu plus en détail tout d'abord, parce que c'est une de nos plus vieilles associations patriotiques qui a été créée en 1887, époque à laquelle la République prend racine dans notre pays, alors que la défaite de 1870 reste un souvenir dont on ne parle jamais et dont on se souvient toujours. C'est ainsi que l'on en parlait. Tout à fait. Eh bien Jean-Michel, cette association, qui depuis sa création a compté plus de 10 millions d'adhérents, va jouer un rôle essentiel en France dans le développement d'esprit de défense et dans l'enracinement mémoriel de la guerre de 1870. Jusqu'en 1914, le souvenir français multiplie la création de monuments et la participation aux cérémonies. Et durant la Première Guerre mondiale, cette association patriotique, comme on l'avait justement dit, rendre hommage à tous les combattants français ou étrangers morts pour la France en apposant les cocards tricolores sur leur tombe. J'ajouterais que son créateur, François-Xavier Nissen, est à l'origine en 1873 de la Société de prévoyance et de secours mutuel des Alsaciens lorrains. Le souvenir français est présent dans toute la France, bien sûr, mais aussi dans de très nombreux pays étrangers et bien sûr en Allemagne, où il compte plusieurs délégués régionaux. Cela se comprend, car s'il y a un pays dans lequel cette guerre de 1870 est bien connue, c'est bien sûr l'Allemagne, car cette guerre a vraiment été la guerre franco-allemande. Pour en parler, nous entendons deux délégués régionaux du souvenir français, à Berlin, l'historien Étienne François, et à Munich, Pierre Wolf, qui est également président de l'association de Montgelas, du nom de l'un des deux plus célèbres hommes d'État allemands du XIXe siècle. Si Bismarck et le premier était en Prusse, le second, le comte de Montgelas, lui, était français et bavarois. Eh bien, tout cela me semble fort intéressant, et que diriez-vous de commencer par la Prusse, avec qui la France a été en guerre, en entendant le professeur Étienne François, membre de l'Académie des sciences à Berlin, professeur émérite de la Sorbonne et de l'Université libre de Berlin pendant 30 ans. J'ai eu l'énorme chance de pouvoir faire ma carrière aussi bien en France qu'en Allemagne, d'être reconnu dans les deux avec une certaine influence, et en même temps de me marier avec une Allemande il y a plus d'un demi-siècle, ce qui fait que les deux pays, j'ai aujourd'hui le sentiment de les connaître autant de l'intérieur que de l'extérieur. Alors, vous êtes professeur dans deux universités prestigieuses. À Paris, c'est la Sorbonne, oui. Et à Berlin, c'est la l'Université libre de Berlin. Donc, vous avez deux regards que vous portez, un regard sur la France que vous portez comme Français expatrié, et puis un regard sur l'Allemagne que vous connaissez bien. Oui, mais l'expression que vous avez utilisée, croisée, c'est ça qui est bien. Parce que dès le début, je m'efforce de percevoir l'autre pays comme un pays à l'égal de celui où je suis né, et comme par ailleurs un pays qui ne peut pas se comprendre si on ne prend pas en compte les relations que les deux pays ont entre eux, parce qu'ils en ont des relations très étroites, pas toujours harmonieuses, depuis des siècles. Et donc c'est ce double regard entre deux identités collectives, je dirais, qui sont très liées l'une à l'autre, c'est cela qui m'intéresse le plus. Et si vous permettez une remarque personnelle, cela j'ai pu le faire avant tout parce que mon père, qui a été déporté pendant la guerre, lorsqu'il est revenu de Neuengamme, m'a appris, comme à mes frères et sœurs, qu'il ne fallait surtout pas faire comme si nazis et allemands c'était la même chose, que c'était deux choses différentes, et que l'Allemagne c'était un pays très intéressant, alors qu'il y a beaucoup souffert, et que donc il fallait que nous ayons l'allemand comme première langue maternelle. Et donc, si vous voulez, j'ai des atouts qui sont très importants dans ma vie personnelle. Et puis, je ne néglige pas les atouts extérieurs du contexte. À savoir que j'ai commencé de me spécialiser et puis ensuite d'avancer dans ma carrière historique et universitaire dans le contexte de la réconciliation franco-allemande, débouchant sur le partenariat, etc., etc. Voilà.
c'est un troisième regard, c'est le regard de l'historien que vous portez. C'est à la fois, bien sûr, le regard de l'historien, c'est mon métier. Mais je sais d'expérience que un historien est aussi un homme comme tous les autres. Et donc le contexte dans lequel on a grandi, dans le contexte dans lequel on a vécu et on vit toujours, influence plus qu'on ne l'imagine le travail prétendument scientifique que l'on fait. Peut-être un dernier mot avant de parler du souvenir français, dont vous êtes le délégué général à Berlin. Lorsque vous étiez un germaniste, évidemment, le Quai d'Orsay cherchait quelqu'un, un historien qui parlait l'allemand, pour l'envoyer à Göttingen. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait à Göttingen? Alors à Göttingen, où j'ai été effectivement envoyé, et quand j'étais encore relativement jeune, enfin je n'avais pas encore soutenu ma thèse d'État. Et quand je suis arrivé à Göttingen, la toute petite cellule française qui s'appelait la Mission historique française était liée très étroitement à l'Institut Max Planck d'histoire, qui était le centre de recherche historique le plus international et le plus créatif de l'Allemagne de l'Ouest à ce moment-là. Donc, j'ai eu la chance, pendant 6 ans, de vivre sur un pied d'égalité avec mes collègues qui avaient le même âge, ouest-allemands, et les collègues étrangers qui venaient aussi pour les fréquenter. Et c'est là que j'ai approfondi ma connaissance de l'Allemagne et que j'ai renforcé, si vous voulez aussi, ma connaissance de l'Allemagne de l'intérieur. Mais c'est là que j'ai appris comment les historiens allemands travaillent, que leurs méthodes ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des Français, que leurs centres d'intérêt, par définition, sont différents puisque on n'a pas le même contexte dans lequel on a grandi, mais que tout cela en même temps ne peut pas être opposé ni trop séparé l'un de l'autre, puisque quand on les met en lien les uns avec les autres, ça rend service aux deux. Donc voilà ce que j'ai fait, si vous voulez. Donc ce que j'ai fait aussi, ce à quoi m'a rendu énormément service les années passées à Göttingen en tant qu'historien, c'est que le centre Max Planck d'histoire étant un institut d'histoire générale, il y avait des médiévistes, il y avait des spécialistes du XVIe au XVIIIe siècle, ce qui était au départ ma spécialité, et puis des spécialistes de l'histoire contemporaine. Car s'il y a bien un pays dans lequel on parlait avant tout de l'histoire contemporaine, surtout celle du XXe siècle, c'est l'Allemagne. Donc ça m'a ouvert le regard sur l'histoire, ça m'a protégé, ou plutôt non, ça m'a libéré du risque d'être trop concentré sur quelques siècles seulement, et ça m'a appris à faire une sorte de dialectique entre les études approfondies qui sont nécessairement précises et qui portent sur quelques années, une région, des personnes, etc., et le contexte de grande durée, car dans le déroulement du temps, nous le savons très bien, dans le déroulement du temps, il y a le temps court et le temps long. Ça, j'en ai fait l'expérience, si vous voulez. Et c'est ça qui a été tellement important pour moi, c'est que j'ai fait l'expérience de choses que j'avais lues autrement chez des grands historiens français. Je cite Marc Bloch, et puis ensuite, je cite bien sûr celui qui lui a succédé, et qui a, après sa thèse géniale sur la Méditerranée. Mais sa thèse géniale sur la Méditerranée, il ne faut pas oublier qu'il l'a rédigée lorsqu'il était lui-même prisonnier, officier français prisonnier près de Mayence, et que pendant la Seconde Guerre, il a pu rédiger l'enquête qu'il avait fait antérieurement, en s'appuyant aussi sur beaucoup de livres allemands. Donc il avait lui aussi une attitude plurale vis-à-vis de l'Allemagne, pas du tout une attitude... Il n'avait aucune sympathie pour l'Allemagne nazie, bien sûr, et il savait très bien qu'il y avait une guerre entre les deux pays, surtout que lui-même était d'origine lorraine. Mais en même temps, il savait que la proximité entre les deux était très grande, que les influences réciproques étaient très fortes, et donc il fallait là aussi diversifier les regards pour mieux comprendre le passé et le présent. Monsieur le professeur François, vous êtes délégué général à Berlin, oui, du souvenir français. Alors, le souvenir français, c'est peut-être la plus ancienne
association patriotique française qui remonte à 1887. Alors, parlez-nous du souvenir français. Alors, le souvenir français, je le connais un petit peu. D'abord pour des raisons personnelles, si vous permettez que je le dise, puisque je viens moi-même en partie du côté français, d'une famille d'anciens militaires, et qu'une de mes tantes était très militante dans le souvenir français, et je me rappelle très bien comment elle recevait à Nancy les acteurs du souvenir français. Donc, je suis né sans m'en rendre compte, dans une connaissance du souvenir français, et de son côté foncièrement patriote et passionné. Ce sont les deux choses que je dirais. Mais j'ajouterai une autre chose qui me paraît très importante. Le côté patriote n'est pas un côté nationaliste. Et c'est quelque chose que j'ai senti dès le début et dont je reconnais qu'en Allemagne, c'est pas aussi évident. Les Allemands ont toujours du mal à reconnaître que l'Allemagne d'aujourd'hui réunifiée est une nation comme les autres, parce que une nation, pour eux, ça fait le lien automatique avec le national-socialisme. Et donc, ils ne veulent pas le parler de nation. Ils ont beaucoup de mal de parler de nation, mais moi, ça ne me gêne pas. Puisque, étant français, je sais que le fait de s'identifier à la nation à laquelle on appartient ne veut pas dire qu'on méprise les autres et qu'on les rejette. Après tout, il y a un très très grand écrivain et philosophe allemand qui était à Weimar à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, Herder. Et Herder dit, la culture européenne, elle est faite d'une multiplicité de cultures diverses, régionales, mais qui sont toutes liées les unes aux autres et qui ont beaucoup de points communs. Et c'est pour ça qu'il plaidait, dès cette époque-là, pour faire ce que les frères Grimm ont fait un peu plus tard, retrouver les légendes que se racontaient les gens dans les familles, ce qui s'était fait en France au XVIIe siècle, et ensuite les comparer les unes aux autres pour voir en quoi elles sont différentes et en quoi elles se ressemblent et elles s'influencent les unes les autres. Voilà, si vous voulez, l'expérience que j'ai faite. Voilà. Dans les émissions que nous produisons à la Voix du BR, ça s'appelle « Les Français parlent aux Français du bout du monde ». Nous nous attachons à donner la parole à des gens qui font nation. Et faire nation, peu de gens en France semblent s'intéresser à cela, mais il y en a quand même heureusement. Mais en Allemagne, c'est difficile à traduire. En Allemagne, c'est difficile à traduire. Je répète ce que je viens de dire tout à l'heure. Le mot nation est un mot qui est tellement négatif parce que presque automatiquement lié à national-socialisme qu'on l'évite le plus possible. Ceci étant, je connais entre-temps beaucoup d'Allemands qui, lorsque l'on parle plus en privé avec eux, qu'on a dans une confiance, reconnaissent qu'ils sont allemands. Ne serait-ce que pour une expérience que la plupart d'entre eux ont fait quand ils ont été à l'étranger. Quand ils vont à l'étranger, ceux qui étaient de l'Allemagne de l'Ouest disaient « Nous sommes des démocrates parfaits qui voulons rompre avec le national-socialisme. » Les Allemands de l'Est, pareil. Mais les gens à qui ils parlaient leur disaient « Mais écoutez, ne nous racontez pas. Vous pouvez nous raconter beaucoup de choses sur la manière dont vous vous représentez, mais pour nous, d'abord, vous êtes des Allemands. » Et la perception extérieure fait qu'aujourd'hui, davantage d'Allemands sont prêts à reconnaître qu'ils sont des Allemands et que le fait d'être Allemand ne veut pas dire qu'ils sont nationalistes, ni non plus qu'ils veulent se séparer du reste et de se couper. Après tout, n'oublions pas que l'Allemagne, en particulier depuis sa réunification, joue un rôle central dans l'Union européenne, laquelle est bien plus petite que l'Europe, si vous me permettez cette remarque annexe. Mais l'Allemagne, ne serait-ce que pour des raisons économiques, a besoin d'avoir des liens étroits avec tous ses voisins, et parce que c'est le pays qui est le plus exportateur. Et d'autre part, parce que c'est évident, quand on vit en Allemagne, j'ai la chance de vivre à Berlin, l'économie allemande profite énormément du fait que les pays d'Allemagne de l'Est, d'Europe de l'Est, à commencer par la Pologne, ont des main-d'œuvre très actives, qu'il faut nettement moins payer, et donc qui sont bien plus rentables
pour le bien-être allemand que cela ne serait si tout le monde en Allemagne était payé comme le sont les Allemands. Revenons aux associations patriotiques dont je parlais. La plupart des grandes associations ont été créées après la Première Guerre mondiale pour prendre en compte ces millions de Français qui étaient démobilisés, qui avaient les gueules cassées, on a donc créé des grandes associations patriotiques. Mais le Souvenir français, lui, a été créé bien avant, 1887, dès 1870 plus 17. Alors, deux choses. Que représente la guerre de 1870 ? Parce qu'en France, elle est peut-être mal étudiée ou peu connue, elle n'intéresse pas. En Allemagne, il n'y a pas davantage. Encore moins. Mais, je veux dire, on vit encore aujourd'hui beaucoup de choses qui viennent de la guerre, qui découlent de 1870. Et deuxièmement, le Souvenir français a joué un rôle considérable entre 1870 et 1918 en Alsace. Justement, parce que son fonds de commerce, c'est d'honorer la mémoire des Français morts pour la France. Et pas seulement le 14 juillet, le 8 mai, le 11 novembre et même le 1er novembre. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu le rôle que le Souvenir français a joué en Alsace entre 1887 et 1918 ? Alors, le rôle que le Souvenir français a joué en Alsace-Lorraine, pas seulement en Alsace, entre 1971 et 1918, ça a été de soutenir la minorité, pas très nombreuse en Alsace et un peu plus nombreuse en Moselle, surtout à Metz, qui était restée à l'identité française et à la langue française. Et il y a eu dans l'histoire de l'Alsace-Lorraine des rapports plus subtils qu'on ne l'imagine aujourd'hui entre le Deuxième Reich et l'Alsace-Lorraine avec les habitants qui étaient restés là. Il y avait 1,5 million d'habitants dans l'Alsace-Lorraine. À peu près 50 000 seulement étaient des optants qui ont quitté l'Alsace-Lorraine pour venir habiter dans la France de l'intérieur. Et les Allemands ensuite ont progressivement voulu germaniser l'Alsace-Lorraine. Ils y ont assez bien réussi, puisque l'Alsace-Lorraine est passée progressivement du statut d'une région occupée et qui était le bien commun des États qui s'étaient fédérés dans le Second Reich à un État intérieur de l'Allemagne du Second Reich, qui était aussi un État fédéral comme l'Allemagne d'aujourd'hui, avec sa propre constitution en 1911. Pour l'Allemagne, la défaite de Iéna, c'est-à-dire la défaite complète de la Prusse, qui a été doublée ensuite d'une réduction du territoire de la monarchie prussienne à 3 fois rien, ou presque, et l'obligation faite pour la monarchie prussienne survivante de s'allier à la France, au point que même des soldats prussiens ont été engagés dans la guerre contre la Russie en 1812. Tout cela a profondément humilié les Prussiens d'abord. C'est la Prusse qui a été le plus humiliée. Beaucoup plus, par exemple, que la Bavière. La Bavière a été transformée en royaume dont la superficie a été doublée par Napoléon. Le Wurtemberg aussi. Donc, je reviens sur la Prusse. Mais dans le cas de la Prusse, c'était un véritable traumatisme. Et ce traumatisme a été, en quelque sorte, représenté par la mort dramatique de la reine de la Prusse à ce moment-là, la reine Louise, qui elle-même parlait parfaitement le français, mais qui s'était totalement identifiée à la royauté prussienne et à la patrie prussienne, qui avait fait tout ce qu'elle pouvait pour que Napoléon change d'avis, qu'il se montre un peu plus généreux à l'égard de la Russie, et Napoléon l'avait méprisé, l'avait envoyé se promener, etc. Donc ça a joué un rôle, car le roi de Prusse, qui est devenu ensuite le premier empereur du Second Reich, le roi Guillaume Ier, est le fils de la reine Louise, qui est morte de son opposition à Napoléon. Donc tout cela, ça a joué un rôle important. Il y a à Berlin un
très impressionnant monument qui est la colonne de la Victoire, qui fait à peu près 65 mètres de haut. Et en haut de cette colonne de la Victoire, il y a une grande statue dorée qui représente la Prusse victorieuse avec le drapeau et la croix de fer des soldats. Mais la croix de fer, c'est la décoration qui a été inventée par les Prussiens et les autres lorsqu'ils ont repris la guerre contre Napoléon en 1813 et en 1814 jusqu'à Waterloo. Et sur cette colonne de la Victoire, on voit beaucoup de canons qui sont des canons français. Et en dessous, il y a une sorte de grande mosaïque qui représente la reine Louise et comment les Prussiens et les autres soldats allemands ont réussi à écraser enfin les Français, à prendre leur revanche sur les Français qu'ils avaient humiliés, avec un petit détail qui fait partie de cette époque-là déjà. Les Français, c'est pas seulement les Français, mais c'est aussi ce que les Allemands appelaient les Turcos, c'est-à-dire les soldats d'Afrique du Nord. Alors revenons, monsieur le professeur, maintenant à 1805, un certain 2 décembre 1805. Il y a ce qui s'est passé un an plus tard à Iéna et à Auerstadt, le 14 octobre 1806. Alors s'il y a peu de Français sur le territoire de bataille d'Austerlitz, c'est pas très différent de ce qui se passe à Waterloo, ou bien encore de ce qui se passe à Wagram, ou bien surtout à Leipzig avec la bataille de 1813, la bataille des Nations. Alors pourquoi est-ce qu'il y a si peu de Français ? Bon, d'abord parce que, évidemment... non, alors, Austerlitz, c'était une victoire, mais il y a peu de Français. Mais ça tient, je crois... spontanément, je songerai à deux explications. La première, d'abord, c'est que la France, depuis le milieu du 19e siècle, est le pays européen qui a la plus faible croissance démographique, et donc le pays qui compte proportionnellement le moins de ses membres vivant à l'étranger. Deuxièmement, je vois une autre raison, les Français sont même très attachés à la langue française et pensent que si on va à l'étranger, ça ne marche vraiment bien que si on se trouve avec des étrangers qui parlent aussi bien le français, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans la République tchèque ou bien dans la Saxe d'aujourd'hui. Je pense que ça joue peut-être un rôle là-dedans. Ceci étant, je n'irai pas jusqu'à dire que ça joue aucun rôle, parce que je sais qu'en France, il y a aussi, après tout, ce que fait De Villiers dans la Vendée, c'est aussi une sorte de reconstitution spectaculaire de toute une série de grands moments de l'histoire des combats et des guerres qui caractérisent l'histoire de la France. La France vient de rendre hommage solennel à une grande résistante, Joséphine Baker, il y a quelques jours. Oui. Au moment où on voit beaucoup de gens prôner une certaine déconstruction de la France, ça vous fait penser à quoi, cette comparaison ? Proposer une certaine déconstruction de la France, il y en a, évidemment, il y en a. Personnellement, parce que je suis plutôt de nature optimiste, je prends pas ça trop au sérieux. Parce que un certain nombre de ceux qui veulent, disent-ils, déconstruire la France, ce sont des gens qui ont la nostalgie d'une France d'autrefois idéalisée. Et une France d'autrefois idéalisée, elle n'a jamais existé. Donc il faut pas, personnellement, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de ceux-là en les surévaluant. Ceci étant, je vois qu'il y a en France tout de même un degré fort d'identification à la France. Et je prends un seul exemple qui montre justement l'envers. C'est que en France, depuis très longtemps, la France est un pays d'immigration depuis le 19e siècle. Et ceux qui arrivent en France, depuis la fin du 19e siècle, deviennent très vite citoyens français. Maintenant, c'est plus difficile à cause de la bêtise de la restriction des nouveaux habitants. Mais je sais d'expérience que dans les banlieues de Paris, par exemple, mais aussi de Lyon, les descendants d'immigrés qui sont
pleinement citoyens français, mais qui sont regardés avec méfiance par les autres en disant « non, vous êtes encore des Algériens, ou bien vous êtes des Africains, vous n'êtes pas des vrais Français », ceux-là sont furieux et insistent pour qu'ils soient pleinement reconnus comme des Français. Ce qui montre bien qu'il y a en France aussi, dans beaucoup de secteurs de la population, l'envie d'être pleinement reconnus comme des Français d'aujourd'hui. Des Français d'aujourd'hui, non pas des Français qui ressembleraient à ceux de 1870, mais des Français d'aujourd'hui. Et dans l'Allemagne, on aperçoit aussi des choses comparables. L'Allemagne est devenue un pays aussi d'immigration, et beaucoup de ceux qui sont immigrés en Allemagne maintenant s'identifient à l'Allemagne démocratique réunifiée, donc à l'Allemagne européenne, et ne joue plus à une opposition entre le fait d'être allemand et d'être européen, ou d'être français et d'être européen. Moi, c'est plutôt à ça que je suis sensible. Ça ne veut pas dire que tout se passe bien, mais ce sont des dynamiques qu'il ne faudrait pas sous-estimer, je crois. Avec une dernière remarque, si vous permettez. J'ai vu très souvent en Allemagne une sorte d'envie à l'égard de la France. Le nombre de journalistes et de publicistes en Allemagne qui disent « Oh, la France, c'est la grande nation ». C'est une expression qu'on n'utilise pas du tout en France. Il n'y a qu'en Allemagne qu'on utilise cette expression-là. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils admirent, alors ils se moquent, mais en même temps ils envient les Français qui sont tellement attachés à leur identité nationale. Joël François, nous allons nous déplacer dans cette Allemagne pour quitter Berlin et rejoindre Munich où nous entendons Pierre Wolf. Alors, vous êtes le délégué régional en Bavière, êtes également le vice-président national du Souvenir français en Bavière. Quelle est votre tâche dans ce domaine en Bavière ? Alors oui, il y a une récente réorganisation du Souvenir français en Allemagne par la volonté du général Sommerlath, qui a décidé de s'adapter à la structure fédérale de l'Allemagne avec un représentant du souvenir français dans presque chaque langue, disons, en tout cas chaque langue un peu plus grand. Donc pour la Bavière, le conseiller général qui avait été contacté m'avait proposé pour essayer de développer, c'est très récent puisque ça fait un peu plus d'un an, pas 2 ans maintenant, qu'on essaye de prendre pied en Bavière, d'être reconnu et connu de la part des autorités françaises, mais surtout bavaroises. Alors, évidemment, on a en Bavière un certain nombre de mémoriaux, de tombes, de sépultures qui soit ont été érigés par les Français eux-mêmes, soit par les Bavarois, par les municipalités, lorsqu'il y avait personne pour s'occuper des Français. Donc ça concerne l'ensemble des conflits qui ont marqué l'histoire franco-bavaroise, pour ne parler que de la Bavière, évidemment avec beaucoup de sites liés aux campagnes napoléoniennes, c'est évident, mais ça fait partie aussi de notre champ d'action, d'honorer la mémoire des soldats français morts en Bavière, et beaucoup sont restés en Bavière. Certains n'ont pas pu être identifiés à l'époque. Je connais des charniers de l'armée napoléonienne où il y a plusieurs milliers de Français qui sont restés. Impossible de les rapatrier. Donc, souvent, ce sont les Bavarois qui honorent la mémoire des Français. Et ça, il faut dire que, en général, en Allemagne, mais aussi en Bavière, il y a des actions vraiment très impressionnantes, je dirais, qui sont menées par des associations d'anciens combattants, par des associations privées, voire par les municipalités elles-mêmes, pour honorer cette mémoire, et ce qui fait partie de leur histoire aussi, bien entendu, quand il s'agit des campagnes napoléoniennes. Après, il y a évidemment la guerre de 70-71, qui nous a occupés évidemment l'année dernière et cette année. Malheureusement, à cause du Covid, on n'a quasiment pas pu faire les manifestations qu'on avait prévues, puisque on ne pouvait rien faire avec du public, avec des contacts un peu plus poussés, ce qui fait partie quand même de notre politique, d'essayer de rechercher
le contact avec la société, avec les sociétés en général. Donc, à cette occasion-là, j'ai découvert quelque chose qui n'était pas dans ma mémoire, si vous voulez, c'est qu'il y a plusieurs centaines de soldats français qui sont morts en Bavière, qui sont morts prisonniers de l'armée bavaroise, qui à l'époque a combattu en France. Il y avait une armée encore, enfin une armée bavaroise sous le commandement prussien, mais une armée qui était quand même elle-même commandée par des Bavarois. Et donc, quand il y avait des prisonniers français, ils étaient rapatriés en Bavière, dans les différentes villes où stationnaient euh, euh, une partie de l'armée bavaroise. C'était le cas d'Ingolstadt, dont on a parlé. C'était à Munich le cas. J'habite à côté d'un cimetière. C'est toujours un cimetière qui est désaffecté en tant que tel, mais il y a toujours les tombes, etc. Et nous avons un monument élevé en la mémoire de 292 Français morts et enterrés ici, morts de différents virus, maladies, etc., dans l'hôpital militaire qui existait à l'époque, qui rappelle, puisqu'il y a la Infanteriestraße, qui rappelle l'existence de cet hôpital. Donc, Il a mentionné Ingolstadt, le général de Gaulle, quand il était à côté capitaine, d'Ingolstadt, à la Wülzburg, a voilà, été tout à fait. prisonnier. Voilà. Et donc, c'est pas quelque chose que je vais révéler véritablement parce qu'on en a déjà débattu, j'en ai déjà parlé, mais pour 2023, où nous allons fêter l'anniversaire du traité de l'Élysée, je compte justement faire organiser une fête particulière pour le 11 novembre, puisque c'est en France la fête des morts en général tombés au combat, justement à la Wülzburg, où le général de Gaulle a été fait prisonnier, qui était capitaine à l'époque, et où il y a un monument qui a été élevé par les prisonniers français de 14-18, puisque là aussi, c'est la deuxième vague de morts en Bavière dans un combat qui ne s'est pas déroulé sur les terres bavaroises. Il n'y a eu aucun combat en 14-18 en Bavière, mais il y a eu beaucoup de Français morts à nouveau de maladies, aussi de la grippe espagnole d'ailleurs, hein. On n'en parle pas, mais ça a été une partie de raison de décès, en particulier chez les prisonniers. Et donc là, ils avaient élevé avec des restes, etc., en mémoire de cette époque qui avait vu des prisonniers français dans cette forteresse de la Wülzburg. Donc il y a plusieurs raisons pour faire un événement important, pour marquer justement et en 1870-71, il y a eu aussi la patte des prisonniers. Donc c'est à plusieurs étages, si vous voulez, que nous pourrons avoir une action mémorielle euh, organisée là-bas. Donc ça sera pour 2023. Donc je vais y associer les écoles également, puisqu'il y a un partenariat, c'est la commune sur laquelle se trouve la forteresse de Wülzburg, qui est jumelée à Saint-Junien, pardon, pas la commune, le lycée. Le lycée de cette commune est jumelé c'est Weissenburg, est jumelé à un lycée de Saint-Junien, à côté d'Oradour-sur-Glane, en Limousin. Et donc, je veux faire participer les jeunes des deux lycées pour cette commémoration, que eux-mêmes inventent quelque chose, la manière dont ils pourront réfléchir à cette commémoration. Donc, c'est l'un des objectifs du Souvenir français, c'est de faire participer le plus possible la jeunesse à ces actions mémorielles pour justement transmettre cette mémoire de manière vivante auprès de publics les plus jeunes possibles. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de la Bavière. Évidemment, si on prend la Deuxième Guerre mondiale, là, il y a toute la problématique des camps de concentration et des Français internés ici en Bavière avec des actions mémorielles de tout autre caractère, qui dépassent largement le souvenir français, bien entendu, mais où nous sommes associés. Alors, on disait tout à l'heure, 1887, c'est 1870 plus 17. Donc, le souvenir français a été créé après la guerre de 70, qui a été la guerre franco-allemande. Et 1870, il faut revenir dessus, parce que Napoléon
on en parlait à Berlin avec le professeur François, Napoléon a été grandiose. Il a su utiliser sa victoire, comme nous avait dit Hannibal, vaincre est une chose, savoir profiter de sa victoire en est une autre. Et Napoléon avait été grandiose après Austerlitz, donc c'était le 2 décembre 1805, en disant par exemple à l'empereur d'Autriche, je vous rends la liberté, je veux votre promesse que vous n'attaquerez plus jamais la France. Et là, l'empereur d'Autriche l'a remercié, les Autrichiens, les officiers ont pu rentrer directement en Autriche. Il a également été très généreux avec les Russes. Bon, avec les Prussiens, il a été beaucoup moins. Et un an plus tard, en 1805, il y a la bataille d'Iéna et d'Auerstadt, juste à côté. À Iéna, alors que les troupes prussiennes, la meilleure armée depuis 50 ans dans toute la région Centre-Europe, les troupes prussiennes étaient 2 fois plus nombreuses que les troupes françaises, mais peut-être que le génie tactique de Napoléon a fait en sorte qu'elle connaisse une déroute sans précédent. Et là, Napoléon n'a pas été intelligent parce qu'il a humilié les Prussiens. Et cette humiliation, nous l'avons payée. En 1840, la Prusse n'a pas les moyens de faire une guerre contre la France, mais elle voulait déjà la faire. Elle l'a faite en 1870 et Bismarck est venu dire à Sedan, il y a eu Sedan parce qu'il y a eu Iéna. Et Sedan a eu une suite, c'était la guerre de 14-18. Et 14-18 a eu la même suite qui était en 1940. On veut dire par là que l'humiliation d'un vaincu peut parfois se payer très cher. Et de notre côté, quand on honore un vaincu, comme on a su le faire à Austerlitz, eh bien là, au contraire, c'est différent. Alors, vous mesurez cela aussi parce que on voit des tombes françaises partout, en République tchèque, en Slovaquie, dans toute la région. Les Français se sont battus partout. Et les troupes étrangères pour la France, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ici, c'est une réflexion historique qui est faite. Les Bavarois sont encore un peu différents des Prussiens, puisque à l'époque, Louis II de Bavière a été contraint d'abdiquer presque, si je puis dire, enfin en tout cas moralement, hein, et de faire acte d'allégeance à la Prusse, alors qu'il était extrêmement francophile et certains ont profité de ces problèmes psychologiques et psychiatriques, je dirais, pour lui faire signer cet acte d'abdication, de renonciation. Ils ont sauvé les armées bavaroises qui étaient placées sous commandement prussien, un peu comme l'OTAN, si vous voulez, hein, où il y a des armées nationales, mais sous commandement intégré. Donc c'était un petit peu ça. Mais quand je lis beaucoup de documents concernant le déroulement de la guerre et en particulier les prisonniers français en Bavière, où la grande majorité a été extrêmement bien traitée, était très bien accueillie. Quand je lis des choses, même en 14-18, où les Français, qui étaient évidemment beaucoup d'origine paysanne, avaient des pratiques agricoles qui étaient plus développées que ce qui se pratiquait en Bavière. Et ils étaient extrêmement considérés, et ils ont travaillé beaucoup dans les champs bavarois, à la construction d'infrastructures aussi pour l'agriculture. Il y avait des troupes de théâtre françaises, de prisonniers français, etc. Il y a ce côté presque convivial qui est souvent complètement oublié, hein, et qui montre l'accueil des populations, non pas donc de l'armée, mais de la population. Et c'est des faits marquants qui restent dans la mémoire collective, si vous voulez. De même, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'action du souvenir français, c'est aussi lié à la mémoire de la souffrance des peuples, maintenant. C'est-à-dire, il y a un côté, évidemment, de souvenir des faits marquants militaires, n'est-ce pas? Donc, le rôle joué par les militaires français dans des actions victorieuses en particulier, mais et c'est beaucoup le cas des communes en Bavière, etc., où le mémoriel est beaucoup plus lié maintenant à la souffrance endurée par les populations, que ce soit du temps de Napoléon ou plus tard
l'action des populations dans l'accueil des prisonniers, etc. Donc, il y a une modification du type d'action mémorielle ou du contenu mémoriel même de tout ce qui est pratiqué actuellement. Joël François, nous allons nous intéresser maintenant à une date que les Français ont largement oubliée, que les Européens ne commémorent peut-être pas particulièrement non plus, nous allons le savoir dans quelques instants. C'est un 2 décembre, le 2 décembre 1805. Alors, ça n'est pas n'importe quel 2 décembre, puisque c'est certainement l'une des plus belles victoires militaires françaises. Et pour te dire, en dehors de Coëtquidan, où tous les ans, les futurs officiers s'entraînent à recréer les conditions de cette bataille pour l'étudier, pour examiner aussi le génie militaire de Napoléon, eh bien, en dehors d'eux, il n'y a personne qui s'intéresse, c'est la vérité. Par contre, s'il y a un endroit au monde où cette bataille est reconstituée chaque année avec beaucoup de fidélité et de qualité, c'est en Tchéquie, à la limite de la Tchéquie et de la Slovaquie, dans un pays que Joël Brosse connaît bien. Justement, Joël, vous êtes là pour nous parler de Slavkov. Slavkov en français c'est Austerlitz, de cette rencontre des 3 empereurs, de cette grande guerre qui s'est terminée en faveur de la France. Alors, Slavkov, pour vous, Austerlitz, cela rappelle quoi? Ah voilà, nous sommes en 1992. Au mois de juillet, je viens d'arriver, poussé par l'état-major pour faire l'école supérieure de guerre à Brno. J'arrive, il y avait déjà d'ailleurs deux camarades allemands, un de l'ancienne Allemagne de l'Est, d'autre de l'Allemagne de l'Ouest, qui eux avaient fait 1 an de préparation linguistique, mais comme moi je parlais déjà tchèque, on m'avait dit ok, tu peux commencer directement. Alors j'arrive et tout de suite le patron de la chaire stratégie m'appelle et me dit m'appelle par mon prénom, Joël, voilà, tu as 2 bouquins là, 2 livres de 2 historiens tchèques militaires, tu les étudies et puis on en reparlera dans 2 mois. Alors effectivement je me suis mis à lire ces livres parce que je me suis dit on ne sait jamais, et puis je représente la France, je suis le seul Français là, c'est quand même important, et si jamais j'ai des questions dans le cadre de l'examen, les épreuves de l'école supérieure de guerre. Donc je lis, et puis on se retrouve fin novembre, à la fin de la semaine, et puis le patron de la chaire dit à tout le monde, écoutez, le prochain exercice, c'est très clair, Joël sera le Napoléon. Il aura comme pour mission de faire l'ordre d'opération. Je pense qu'il le fera puisque je pense qu'il a dû lire les 2 livres que nous lui avons donnés. Et chacun de vous, vous serez les maréchaux d'empire et les empereurs autrichiens, russes, etc. Effectivement, donc le 2 décembre à 7h du matin, nous étions sur la colline qui s'appelle Jouran. Jouran, c'est un mot qui est venu parce que quand Napoléon a commencé à guider les opérations, il est monté sur cette colline et il commençait à faire jour. Et de là, parce qu'il y a très peu de gens qui savent que l'origine, ça vient de Napoléon dit mais il fait jour. Alors de là, le mot est écrit Jouran. Entre parenthèses, cette colline a ce qu'on appelle l'extraterritorialité. Elle est française, avec le drapeau français. Donc, je précise, tout le monde était en tenue de combat, mais moi, je n'avais pas amené ma tenue de combat à Brno. Donc, je me suis dit, autant, puisque je vais faire Napoléon, je vais mettre ma tenue, comme on disait, la tenue Wahad, la tenue de cérémonie. Il faisait -12, mais donc j'ai commencé à donner l'ordre d'opération. Ça s'est très bien passé. On a suivi exactement ce que faisait Napoléon. On
a changé de colline. En face, on faisait en sorte que les Russes étaient passés sur la colline de Pratzen, donc Pratzen. Et puis, bon, c'était un exercice militaire, mais au sens sans les troupes. Et puis, donc, nous arrivons au terme de la bataille, gagnée, et nous allons nous retrouver pour prendre un thé. Alors moi, j'avais toujours la main, comme Napoléon, dans ma veste, et l'autre derrière, et arrivé au Spoda, c'est-à-dire dans l'auberge, je dis à tout le monde, est-ce que vous savez pourquoi Napoléon mettait ses mains comme ça? Ben non. Alors je tire ma main, et depuis le début, j'avais une bouteille de cognac, de vieux cognac que j'avais gardé, et donc j'avais servi à tout le monde. Tout le monde a rigolé, mais moi, je me suis payé une grippe. Comme en plus de ça, je disais, puisque je suis ici, je fais comme si j'étais tchécoslovaque. Donc je me suis fait soigner par le médecin militaire tchécoslovaque. J'ai reçu un médicament, un antibiotique polonais qui fait qu'au lieu d'être soigné en 2 semaines, ça a duré 7 semaines la grippe. Bon, enfin, tant pis, je suis pas mort et tout s'est bien passé. J'aurais la vérité, quand un aviateur joue Napoléon avec un cheval, ça change quand même, non? Tout à fait. Et puis, le temps a passé, je suis retourné en 2001 dans cette zone, et j'ai refait la même chose, mais sur un autre plan. J'ai refait Slavkov ou Berna, Austerlitz. Je précise, c'est Slavkov ou Berna, ça veut dire Slavkov près de Brno, parce qu'il y a plusieurs Slavkov en République tchèque. Austerlitz. Mais j'ai visité toutes les caves, parce que c'est l'endroit où il y a le meilleur vin morave de Moravie. Et donc, chaque village a ses caves, etc. Donc, j'ai refait ça. Et pendant 3 mois, ça c'est très intéressant à savoir, j'ai été logé à la Vieille Poste. La Vieille Poste, où Napoléon avait passé la nuit juste avant la bataille, avec les maréchaux. Et cette Vieille Poste avait été rachetée par quelqu'un qui, j'ai appris après, qui vivait dans la même rue à Brno que la rue où habitait la personne qui est devenue ma femme ensuite. Et ce monsieur avait racheté la Vieille Poste, on avait fait un hôtel, et tous les matins, il y avait, pour les gens qui le désiraient, des soldats tchèques, habillés en uniforme français de l'époque, qui faisaient un maniement d'armes en français. Et c'est là aussi que se préparaient d'ailleurs les premières reconstitutions qui ont lieu après. Maintenant, c'est devenu un business. Lorsque je parle de cette époque, c'était déjà le début des reconstitutions, et il était possible de s'inscrire une semaine avant. Alors maintenant, il faut être inscrit au moins 1 an à l'avance ou connaître les personnes qui s'en occupent. Alors, d'après ce que j'avais étudié, Talleyrand, à l'époque, était ambassadeur. Il se trouvait à Vienne. Il avait reçu pour mission de la part de Napoléon de raconter des histoires que Napoléon n'était pas assez fort, n'avait pas assez de moyens pour mener la bataille. Et déjà, cette opération de désinformation, la première dans l'histoire militaire, menée par Talleyrand, avait déjà fait mouche, puisque les Russes et surtout les Autrichiens pensaient à 60% que c'était vrai. Et donc, même parce qu'il ne faut pas oublier que les Russes et les Autrichiens étaient plus nombreux que les Français. Il y avait presque 20 000 de plus, presque 20 000 hommes de plus. Et puis, il y a un autre personnage qui a rallié de Vienne, qui était à Vienne, qui a rallié Vienne jusqu'à Slavkov pendant la nuit, c'était Murat. Et ce personnage, Murat, est un personnage dont tous les militaires tchèques, les historiens militaires, ils en font l'éloge, car il a réussi à rallier ces 120 kilomètres là, pendant la nuit, et ensuite prêt à combattre.
Ça les a beaucoup impressionnés. Joël, je voulais vous poser une autre question. Ouais. Nous en avions parlé ensemble, ça m'avait beaucoup ému. On a découvert des charniers, bien sûr, on a découvert des tombes de soldats français qui n'étaient pas à l'abandon. Mais dont seuls les Tchèques se sont occupés, s'occupent encore. Ouais. Donc, il y a encore des corps de soldats français qui sont honorés ici ou là dans des villages tchèques, c'est ça? Tout à fait. Morave. C'est à Tchéquie, mais là, on est en pleine Moravie. Oui, tout à fait. C'est tout à fait vrai. Non, mais quand on parle d'héritage européen, je vois souvent que en France, on se regarde souvent de nombril, hein, mais on oublie que dans tous les pays européens, les gens pensent aux Français. Les gens pensent aux Français et c'est quand même important. De toute façon, les grandes émigrations, hormis aux États-Unis, de tous ces pays d'Europe centrale, d'Europe orientale, lorsqu'il y avait le système soviétique, c'était la France. Il y a un amour, une admiration pour la France de la part de tous ces pays, mais qui n'est pas effectivement, il n'y a pas beaucoup de retour. Eh bien, moi, je vais peut-être vous demander si vous pensez que la jeunesse française aujourd'hui peut être à nouveau sensibilisée à la mémoire de ces grands combats menés par l'empereur. Parce que finalement, à la sortie de la Révolution, c'est une période qu'aujourd'hui on ne relate quasiment plus. Est-ce qu'il y a une honte parce qu'on veut essayer d'arriver à construire une Europe qui n'arrive toujours pas à prendre pied sur le continent? On voit bien les dissonances, pour ne pas dire les divergences politiques et économiques sur le continent aujourd'hui. Est-ce que Napoléon est une gêne pour les Français ou est-ce que tout simplement il est sorti des mémoires, il est sorti des livres et on n'en parle plus, on l'a oublié purement et simplement? Bien, pour ce qui concerne cette reconstitution de la bataille d'Austerlitz, ce sont surtout les militaires qui viennent chaque année. Bon, je répète, il y a toujours... maintenant, il faut réserver un an à l'avance, etc. Mais il est vrai qu'il y a des jeunes Français qui sont installés en Tchéquie qui vont voir Austerlitz. Il y a une période, justement, quand j'étais en 92-93, Napoléon, c'était pas le personnage le plus adoré en France à l'époque. Mais je pense que les générations ont changé, même si elles sont moins conscientes des dangers géopolitiques qui se déroulent autour de nous. Il y a quand même une admiration de Napoléon qui est revenue et que l'on voit parmi les jeunes qui sont installés en Tchéquie, en Slovaquie. Avec tous ces récits, Joël Brosse, on entend bien que vous avez gardé de très bons souvenirs de cette époque-là. Si je vous demandais, pour terminer cette émission, une petite anecdote, par exemple. J'ai reçu un cadeau qui n'a pas de prix. J'ai ce qu'on appelle une fouillara. C'est cet instrument qui est avec lequel les bergers communiquent dans les montagnes. Ça fait... Et ils m'en ont offert une qui est énorme, entièrement sculptée à la main, etc. Et ben, pour leur faire plaisir, j'avais fait les premières notes à l'époque de l'hymne avec cette fouillara qui n'a que 2 trous en fait. On peut pas jouer beaucoup. On peut pas jouer beaucoup de notes. Alors, messieurs, Joël Brosse, qui nous a si bien parlé pendant quelques instants de cette fouillara. Et pour vous, Joël François, dont je pense que vous ne connaissez pas la fouillara, il se trouve que dans la discothèque de la radio, nous avons un morceau. C'est une musique assez transcendantale, assez méditative. Mais plutôt que de vous en parler, je vous laisse écouter quelques instants. C'est un extrait.
c'est une part de ma vie assez importante, hein, c'est vrai. Mais là, on sort du sujet. Hein. Merci, mon cher Joël. Je pense qu'avec Jean-Michel, nous avons bien complété cette page d'histoire de ce 19e siècle où l'Europe d'aujourd'hui se constituait déjà. Sans qu'on s'en rende compte aujourd'hui, on lui doit beaucoup, en bien et en mal. Joël François Dumont, comme chaque fois, j'interviens en toute fin d'émission pour sonner, non pas le glas de l'émission, mais juste le coup de gong terminal après cette musique donc de la Fouillara. Merci encore à Joël Brosse qui nous a permis de découvrir ou de redécouvrir cet instrument, mais je tiens aussi à remercier les deux premiers intervenants, le Monsieur Pierre Wolf et le professeur Étienne François, que vous avez pu entendre nous parler du Souvenir français, cette association pas trop méconnue aujourd'hui. La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.